l'instant, c'est Gaston Lagaffe qui l'a donné, hein, c'est le courrier en retard. Et donc la question qui se pose, comment sont formés les anneaux? Sont-ils vieux? Sont-ils les jeunes? Sont-ils les deux? Moi j'ai toujours prétendu, mais peut-être que je suis un vieux conservateur, j'en sais rien, que les anneaux étaient vieux, et un certain nombre de collègues disent le contraire, sur l'argument qu'ils ont mis en évidence les phénomènes de destruction des anneaux, même à une échelle très courte. On voit que sur l'échelle de 2 millions d'années, on peut détruire des anneaux. Alors, ma vision des choses, c'est que, j'ai un argument qui n'est pas scientifique, mais qui est le suivant, c'est que, imaginons qu'il n'y ait pas d'anneaux entre Jupiter et Saturne, et Neptune, etc., et qu'ils aient été formés il y a 2 millions d'années. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça veut dire que l'homme est apparu sur Terre il y a un peu plus de 2 millions d'années. Donc il n'y a pas d'anneaux. Puis ils se sont dit, tiens, il y a des hommes sur Terre, ils vont nous rendre visite, on va se faire un petit tutu, ce sera plus joli. Donc la relation me paraît bizarre. Et donc ma vision des choses, c'est qu'en fait, ces anneaux, ils sont comme les arènes de Nîmes ou la cathédrale de Notre-Dame. Le monument est ancien, mais on a changé beaucoup de pierres. C'est-à-dire ils sont sans arrêt faits et défaits. Il y a sans arrêt des processus de destruction et sans arrêt des processus de reconstruction. Et c'est pour ça qu'on voit sous nos yeux un système en train de se détruire, de se reformer, de se détruire, et ça nous permet de mieux comprendre les phénomènes de formation qui sont très loin dans le passé. Donc pour moi, c'est les deux en même temps. Alors, et donc finalement, vous comprenez que quand on veut comprendre le monde des planètes, attendez, je vais y arriver, eh ben, on imagine des disques avec une étoile, et non plus Saturne, avec une planète, et non plus un satellite, avec un disque dans lequel il y a des collisions, des résonances et autres. Et voici l'approche que nous avons pour essayer de comprendre la formation du système solaire. Alors, finalement, là, je vais vraiment m'attaquer au sujet de la conférence, ne vous inquiétez pas, hein, je suis prêt à la conclusion quand même, ne vous inquiétez pas. En gros, la question, c'est... Ah ben non, attendez, ça passe trop vite, ça, c'est pas ça que je vais montrer. Voici, voilà. Voilà, ça c'est un dessin qu'a fait de mes étudiants. En gros, former une étoile, c'est facile, mais les planètes autour, est-ce que c'est des grumeaux? Est-ce que c'est un loupé de la recette de cuisine? Ou est-ce que c'est un sous-produit naturel des étoiles? Jusqu'à présent, nous ne savions pas. On n'a pas vu de planète d'autres étoiles. Et quand vous regardez l'histoire depuis 2000 ans, la majorité des hommes et des philosophes préféraient que le système solaire soit quelque chose de très particulier. Sur cette idée que l'homme est unique dans l'espace, dans l'univers, etc. Et donc, est-ce que c'est, je l'ai étalé, il y a des grumeaux, comment s'y prendre pour tout ça? Alors déjà, vous voyez bien le débat, création, éternité. Je vous répète ce que j'ai dit, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc c'est une transformation. Et ce que je vais vous dire pour la formation du système solaire, c'est la fin d'un processus qui a conduit à ce que nous connaissons, et non pas la naissance de quelque chose. Alors, vous vous rendez compte que ce sujet est très sensible. Ça intéresse pas uniquement les scientifiques. Si vous regardez les sociétés dites primitives, l'Océanie, en Afrique, Japon, Chine, en Europe, il y a 10 000 ans ou 20 000 ans, etc. Quand vous étudiez le comportement de ces sociétés, vous constatez que dans chaque société, il y a un mythe. Chaque société raconte l'histoire du monde. J'avais commencé à écrire un bouquin que je n'ai jamais publié sur les mythes océaniens. C'est une histoire passionnante. Hein, cela dit, j'avais écrit 1800 pages, mais je me suis rendu compte que si je le vendais, je le remets en pharmacie, rayon somnifère. Hein, donc, je ne l'ai pas publié. Mais il y a une variété, si vous voulez, de mythes extraordinaires. Mais on se dit, à quoi ça sert? Pourquoi ils veulent l'histoire du monde? Et ce qu'on se rend compte, c'est que les mythes sont un peu un ciment de la société. Autrement dit, chaque tribu se reconnaissait dans son mythe, et si un membre de la tribu refusait le mythe, disait, votre histoire, j'y crois pas, c'est pas vrai, etc., soit était mis à mort, soit était chassé. Parce qu'il mettait en danger l'homogénéité de la tribu. Donc, les mythes. Un peu plus tard apparaissent les religions monothéistes. Alors, vous êtes chrétien, moi je connais l'origine du monde, c'est écrit dans la Bible. Vous êtes musulman, je connais, c'est dans le Coran. Vous êtes juif, je connais, c'est dans la Torah. Donc les religions ont prétendu connaître l'origine du monde. Un peu plus tard, les scientifiques se sont emparés du sujet. Alors, pendant plusieurs siècles, les deux plus grandes puissances mondiales étaient la France et l'Angleterre. Alors, il y avait une théorie française, la formation d'une planète, et une théorie anglaise. Les Anglais disaient, il y a une étoile qui est passée près du Soleil, qui par effet de marée a arraché un filament de matière, et ce filament, en se refroidissant, a donné naissance au Soleil. Pardon, aux planètes. Et les Français disaient, non, c'est une nébulosité qui s'est formée au centre de laquelle le Soleil est apparu, et à la périphérie de laquelle un disque s'est formé dans lequel on a formé des planètes. Le débat a duré des siècles. On s'est aussi battu sur d'autres sujets. Ça a duré des siècles, et la réponse on l'a eu en 1953. Et je voudrais quand même signaler au passage que c'est les Anglais qui avaient tort, il faut quand même le dire. Un peu plus tard, il y avait les deux plus grandes puissances mondiales étaient les États-Unis et l'Union soviétique, entre 1945 et 1990. Alors il y avait une théorie soviétique
de la formation des planètes, et une théorie américaine. Les deux disaient, dès que le petit corps se cogne, si je cogne durement, je casse, si je cogne doucement, j'embrasse, donc succession de mariage et de divorce, je forme des planètes. Mais les uns disaient, il y en a un qui arrive, qui mange tout le monde, qui prend le pouvoir, qui forme la planète. Les autres disaient non, non, tout le monde croit à la même allure, pas une tête qui dépasse, etc. Je vais deviner qui est soviétique et qui est américain dans cette approche. Hein. Vous voyez, autrement dit, il y a derrière la question scientifique toujours une petite question métaphysique, ou religieuse, ou politique, etc. C'est pas un sujet complètement neutre. Alors nous, comment on va faire? Alors simplement, au bout de tout ça, on a fait, comme je vous ai dit, l'inventaire. Alors, j'ai pas le temps de donner tous les faits. C'est un peu comme notre attitude, c'est comme ça, notre détective. Un crime a été commis, le détective arrive, il se doit d'être neutre, pas toujours, pas d'être neutre, et il recueille des indices. Est-ce qu'il y a une trace de pas? Est-ce qu'il y a un cheveu sur un pantalon? Est-ce qu'il y a une tache de sang? Est-ce qu'il y a une trace de quelque chose? Et avec ces indices, il en fait un scénario. Et de temps en temps, il désigne un coupable qui n'est pas coupable. De temps en temps, un innocent qui n'est pas innocent, ou un innocent qui est innocent, etc. Et donc, nous faisons un scénario à la suite des indices. Alors maintenant, les indices accumulés sont nombreux. Et ce qui est quand même frappant, c'est qu'après s'être disputé depuis des millénaires, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les scientifiques sont d'accord sur les grandes étapes de la formation des planètes. Nous sommes en désaccord sur les détails, nous sommes en accord sur les grandes lignes. Alors, attention, majorité ne peut pas dire vérité. On pourrait se tromper tous, j'en sais rien. Mais nous en sommes. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement sorti? Alors d'abord, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Par exemple, il y a un moine anglais qui vous disait que le système solaire était formé le 23 octobre, moins 4004, à l'aube. Comment il avait trouvé ça? Il comptait les générations de l'Ancien Testament, hein, et puis il regardait, et ça lui donnait la date de naissance du système solaire. Descartes qui mettait des tourbillons, Kepler qui mettait des solides emboîtés, enfin je passe rapidement. Si on m'avait invité pour faire cette conférence au XVIe siècle, je vous aurais dit que la Terre a 5738 ans, plus ou moins un an. Toujours pour la même raison, on compte les générations de l'Ancien Testament. Si on m'avait invité au XVIIIe siècle, Buffon, lui, il avait lancé un boulet de canon, et il avait regardé le temps que mettait le boulet de canon pour se refroidir. Et sachant que la Terre était chaude au début, il a extrapolé la Terre. Il a trouvé que la Terre avait 70 000 ans. Au XIXe siècle, Lord Kelvin, qui était un grand thermodynamicien, a appliqué les lois qu'on venait de trouver au siècle en question, le siècle de la machine à vapeur, etc. Il a trouvé 200 millions d'années. Darwin n'était pas d'accord en disant « mais moi, en 200 millions d'années, j'ai pas le temps de faire évoluer les espèces ». Et ce n'est qu'au XXe siècle, en 1953, la même date que ce que je disais tout à l'heure, qu'un Australien nommé Patterson a trouvé la réponse. Le système solaire, le Soleil et la Terre, ont un âge de 4,55 milliards d'années. C'est une découverte qui a énervé tout le monde, parce que Patterson a travaillé comme un cochon. Il a fait plein d'erreurs. Seulement, il a fait un nombre pair d'erreurs, chacune compensant les autres. Et comme je dis à mes étudiants, je fais l'éloge de l'erreur, mais je dis, le jour de l'examen, ne faites jamais un nombre impair d'erreurs. Toujours un nombre pair. Et donc, tous les géophysiciens qui ont refait le calcul ont trouvé le bon chiffre, mais en faisant un calcul correct. Et donc, voici l'âge du système solaire. Alors, avec des méthodes de datation radioactive, bien entendu, il a fait ceci. Alors, les phénomènes, c'est des collisions. Eh bien, voici une collision où par gravimétrie, vous constituez un cratère qui est dans le Yucatan. Certains pensent que c'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Vous avez le fameux meilleur cratère qui fait 1,2 km, où un corps de 60 mètres arrive vers la Terre, et un tel corps, on ne le verrait pas arriver. C'est-à-dire, si un corps comme ça arrive sur Paris, à l'instant, il fait un cratère d'1,2 km, et il détruit beaucoup de choses à Rouen, à Orléans, à Auxerre, etc. autour. Comme je dis toujours, comme on ne va pas arriver, profitons de l'instant qui passe. Hein, toujours. Alors ne vous inquiétez pas, une collision comme ça, la dernière a eu lieu il y a 50 000 ans, et il n'y en a qu'une tous les 50 000 ans, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Alors voici des météorites. Tenez, ça c'est un météorite qui a écrasé le coffre d'une voiture. C'est un étudiant qui avait une voiture qui valait plus grand chose, que les années son père, et paf, on voit la météorite ici. Et du coup, l'étudiant, il loue sa voiture au musée, du coup, il a gagné plein d'argent. Hein. Et ça, c'est un autre étudiant, c'est dans une chambre d'étudiant ici. Regardez, météorite a fait un trou dans le plafond, voilà, et a détruit l'ordinateur qui était en dessous. Hein. Et donc, maintenant, lui aussi, il a fait fortune en louant son ordinateur au musée. Comme je dis à mes étudiants, si vous voulez faire fortune, vous placez un ordinateur dans une pièce et vous ne touchez pas. Et vous attendez que la météorite arrive. Et donc, vous avez une chance qu'il en tombe une tous les à peu près 10 millions d'années. Hein. Donc, pas de problème. Alors, ils rigolent tous, mais j'en dis, écoutez, il y a des gens qui jouent au loto, ils ont même dans de chance, et ils continuent comme des couillons à jouer au loto. Hein. Donc, vous voyez, c'est pareil. Hein, donc, finalement, vous voyez que sur Terre... Alors, les collisions, ben, voici un mariage harmonieux, voici un divorce spectaculaire, voici plein de choses, tout ça a lieu sans arrêt. Alors, je vois qu'on me fait des signes, parce que... Donc, il faut vraiment que je finisse, là. Alors, des choses désagréables pour ceux qui sont de ce côté-là. Hein. Le système solaire, au début, vous avez nos grands-pères et nos grands-mères.
Et donc finalement, quand on décrit l'origine du système solaire, on a 5 étapes. Première étape, un disque de gaz. Deuxième étape, dans ce disque de gaz apparaissent des grains de 2 cm, de 2 mm, de décimètres, pas plus, 10 de grains. Puis un disque de pentésimaux. Pentésimaux, c'est des machins qui font 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, maximum 1 km. Ensuite, un disque d'embryon. Embryon, ça fait 100 km, 200 km. Et ensuite, un disque de planète. 5 étapes. Disque de gaz, suivi d'un disque de grain, suivi d'un disque d'embryon, suivi d'un disque d'appendiséo, d'embryon et de planète. Voici le scénario que je vous dis en 10 secondes et que je ne vais surtout pas détailler. Alors, dans cette histoire-là, quand j'écris Enfant du Soleil, je décris ce scénario. Et je pensais naïvement, travaillant sur le sujet avec mes collègues, qu'on formait les petits d'abord et les gros après. Je m'étais trompé, pas du tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Jupiter est formé avant